Freezer a détruit des planètes entières. Shigaraki a anéanti de nombreuses villes. Ces méchants ont tué de nombreuses personnes et ne déméritent pas leur place d'antagonistes. Mais dans le monde du manga, on peut trouver un autre type d'antagoniste, parfois moins meurtrier, mais d'autant plus dangereux, capable de façonner le monde à leur image et de manipuler la masse comme de simples moutons. Ce sont les manipulateurs. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les 8 manipulateurs de manga les plus dangereux. Quoi de mieux que de commencer par le meilleur antagoniste du Big Three, Sosuke Aizen de Bleach, un être qui voulait s'élever au rang de dieu en remplaçant le roi des esprits, la divinité de son monde. Et pour mettre ce plan à bien, il a dû le préparer pendant plus d'un siècle, se faisant passer pour un leader calme et bienveillant. Après avoir gagné la confiance de tout le monde, il a pu s'élever au rang de capitaine, un grade élevé chez les Shinigami, l'autorité majeure de ce monde. Et c'est à partir de ce moment qu'il a pu commencer à manipuler tous ses subordonnés, un à un, exploitant leur admiration et leur confiance, se jouant d'eux comme de simples pions. Et tout se déroulait parfaitement. Il put enfin commencer à passer à l'action et d'utiliser sa technique, son Zanpakuto, permettant à Aizen de plonger n'importe qui dans une hypnose totale qui affecte les 5 sens. Il peut te faire voir et te faire croire tout ce qu'il souhaite. Avec ça, il peut créer des illusions modifiant la réalité de ses victimes. Personne ne peut en échapper. Et il va l'utiliser pour mettre en œuvre son faux assassinat, créant une réelle discorde dans la Soul Society, causant le doute sur les autres capitaines et lui permettant de mettre à bien son plan dans l'ombre cachée de tous. Son prochain objectif est de mettre la main sur l'Okyogyu, un artefact lui permettant d'augmenter sa puissance et de transcender les limites des Shinigami et de devenir l'être le plus puissant. Et les capitaines comptent bien l'en empêcher. C'est maintenant que l'on retrouve tous les capitaines contre Aizen, les plus grands combattants de la Soul Society. Ce combat aurait dû être à sens unique pour les capitaines. Mais c'est à ce moment-là que Aizen dévoile que toutes les personnes touchées par son Zanpakuto ne peuvent se défaire de l'illusion totale. Donc aucun capitaine n'était en capacité ne serait-ce que de toucher Aizen. Ce qui devait être une victoire totale pour les capitaines a fini en un véritable bain de sang, montrant la véritable force d'Aizen. Ses nombreux hauts faits, couplés à son charisme et à son double jeu incroyable, passant du Aizen premier de la classe au Aizen malveillant et surpuissant, ont fait de lui un manipulateur exceptionnel, bernant tout l'univers de Bleach, mais aussi les lecteurs. Mais un autre antagoniste a su faire pareil, se faisant passer pour un idiot dans un premier temps, mais étant le réel mastermind de son univers. C'est bien entendu Obito. Rappelons que toute l'intrigue ne dépend que de lui. Il a orchestré l'attaque de Kyuubi sur Konoha, et sans cet événement, Minato ne serait jamais mort, Naruto ne serait jamais devenu l'hôte de Kyuubi, et le village ne l'aurait jamais détesté. Qui n'a pas eu de frisson lorsqu'il a dévoilé pour la première fois sa réelle voix et personnalité? C'est en passant pour un idiot depuis le début que ni l'Akatsuki ni nous l'avons pris au sérieux. C'est ce moment qui nous a fait réaliser que ce personnage était bien plus développé et bien plus profond qu'il n'y paraissait. Mais si c'était son seul au fait, on n'en aurait pas parlé ici. Alors, qu'a-t-il fait de plus? En réalité, lors de l'attaque de Pain sur Konoha, tout était organisé par lui. Il avait convaincu Nagato de suivre son plan. Il l'avait convaincu que la seule paix possible serait par le Tsukuyomi infini. Une technique qui plongerait le monde entier dans un rêve constant, où l'on ne se réveille jamais. Obito va clairement être à l'origine de la 4e grande guerre ninja. Et pour ça, il va reprendre le Rinnegan de Nagato et les 9 démons à queue pour invoquer Jubi, considéré comme le plus puissant des Biju, et qui permettrait d'utiliser la technique du Tsukuyomi infini et de devenir un véritable semi-dieu. Avec la toute-puissance de Jubi, il faudra l'ensemble de l'équipe 7 et Kakashi, son ennemi naturel, le seul capable de le toucher pour vaincre Obito. C'est tout cet ensemble qui fait de lui un antagoniste incroyable à suivre et à découvrir. Maintenant, place au vrai mal, Ryo Asuka, aussi connu sous le nom de Satan, l'ange déchu. Son objectif est simple, révéler la vraie nature de l'humanité. Pour arriver à ses fins, il va utiliser la peur des démons, des êtres capables de rentrer dans le corps d'un humain et de fusionner avec eux. Et Ryo va utiliser les médias pour révéler au monde entier cette information, en montrant la dangerosité des démons, avec de fausses vidéos où ils attaquent des humains. Son objectif est de créer une peur qui poussera les humains à une immense chasse à la sorcière. L'humain est un être faible, capable des pires atrocités par la peur. Et Ryo le sait, il exploite la haine et la peur innée des humains pour les manipuler, ce qui pousse la population mondiale à la paranoïa et à l'extrême violence. Malheureusement, on ne pourra que voir notre protagoniste au grand cœur pleurer la mort de ses proches, dans une chasse à la sorcière qui fait courir le monde à sa perte.
Mais cette terreur et ce chaos ne sont que la première partie du plan de Ryo pour faire tomber l'humanité dans la folie. Les motivations de Ryo en tant que Satan sont simples. Une partie de lui veut se venger de Dieu et cherche à montrer que les humains sont faibles et indignes. Et l'autre partie de lui veut montrer au protagoniste, qui est son ami d'enfance, la vérité sur la nature humaine et la cruauté du monde, espérant qu'il comprendra et partageant sa vision. Les manipulations de Ryo atteignent leur apogée lorsqu'il déclenche une guerre entre les humains et les démons. La société s'effondre complètement, plongeant le monde dans un état post-apocalyptique. Cette destruction sont les résultats directs de la manipulation psychologique et émotionnelle de Ryo sur la masse humaine. Malheureusement, Ryo a réussi, et même Dieu ne peut plus fermer les yeux sur ses agissements. Le seul recours est de détruire cette planète déjà en ruine. Et si Ryo a voulu provoquer Dieu, un autre a voulu prendre sa place. Et c'est Light Yagami, jeune lycéen doté d'une intelligence exceptionnelle et d'un sens de la justice poussé à l'extrême. Il tombe sur un mystérieux carnet, le Death Note, qui lui octroie le pouvoir de tuer n'importe qui, seulement en écrivant son nom. Doté de ce carnet, il souhaite maintenant éliminer tous les criminels et créer un nouveau monde de justice. Et tant qu'à faire, autant être le nouveau dieu de ce monde. Et pour rester anonyme, il utilisera le pseudonyme de Kira, un justicier divin qui tue un à un les anciens criminels. Il utilise cette identité pour manipuler l'opinion publique, semer la peur chez ses ennemis et gagner des partisans. En tant que Kira, il incarne à la fois la terreur et l'espoir, ce qui lui permet de manipuler les masses et de détourner l'attention de sa véritable identité. Light excelle dans la manipulation psychologique, utilisant son intelligence pour comprendre et exploiter les faiblesses des autres. Il manipule ses alliés et ses ennemis, en jouant sur leurs peurs, leurs désirs et leurs émotions. Par exemple, il exploite les sentiments amoureux de Misa Amane pour la contrôler et utiliser son Death Note. Ce n'est pas tout. Son intellect lui permet d'orchestrer des stratagèmes complexes pour créer des alibis parfaits et éloigner les soupçons de lui, ne serait-ce que sa façon de cacher le Death Note dans un tiroir piégé, ou encore comme la perte temporaire de mémoire pour échapper à la capture et passer pour un total innocent pendant une semaine entière d'interrogatoire. Ses plans sont toujours en plusieurs étapes, rendant ses actions impossibles à anticiper. De plus, Light infiltre et manipule les forces de l'ordre en se joignant à l'équipe d'enquête sur Kira. Cela lui permet d'accéder à des informations cruciales et de diriger les investigations loin de lui. Il parvient même à manipuler son propre père et de le tuer pour paraître encore plus innocent. Comment parler de Light sans parler de elle? Leur duel est une démonstration éclatante des compétences de manipulation de Light. Malgré la surveillance constante et les pièges tendus par elle, Light parvient à rester un pas en avant. Utilisant des techniques complexes pour éviter d'être démasqué, il crée des fausses pistes, manipule les preuves et anticipe les mouvements de elle avec une précision chirurgicale. Et d'ailleurs, ce qui causera la chute de Light sera une erreur faite par son nouveau coéquipier qui donnera la victoire au disciple de elle, Nier. Light Yagami est un manipulateur exceptionnel, utilisant son intelligence, son charisme et le pouvoir du Death Note pour manipuler les masses, échapper à la capture et éliminer ses ennemis. Sa capacité à anticiper les actions de ses adversaires, exploiter les faiblesses humaines et orchestrer des plans complexes font de lui un super manipulateur. Sa transformation d'un jeune homme idéaliste en un tyran impitoyable et ses affrontements intellectuels avec des adversaires brillants comme elle et Nier font de son histoire une démonstration magistrale de manipulation psychologique et stratégique. Et si Light Yagami a su manipuler les masses et devenir une représentation divine dans son monde, il existe un autre manipulateur tout aussi exceptionnel. Lelouch, alias Zero. Lelouch est un prince exilé de l'Empire Britannia, un super puissant régime qui a conquis le Japon. Il est poussé par un désir de vengeance contre son père, l'empereur, après qu'il fut abandonné, lui et sa sœur. Lelouch est déterminé à créer un nouveau monde où sa sœur pourrait vivre en paix. Lelouch se lance dans une mission révolutionnaire pour faire tomber le régime impérial et tyrannique de son père. Et pour ça, il va être aidé d'un pouvoir. Si Light a son Death Note, Lelouch a le Geass, un pouvoir permettant de donner un ordre à une personne qui se devra de le réaliser. Ce pouvoir, associé à son intellect et à son sens stratégique, font de lui un manipulateur redoutable. Encore une fois, si Light a pour seconde identité Kira, Lelouch a Zero. Zero est charismatique et symbolise l'espoir pour les opprimés. Et Lelouch utilise cette identité pour rallier des partisans, semer la rébellion et déstabiliser l'Empire. Lelouch excelle dans la manipulation de ses alliés et de ses ennemis. Il exploite les talents et les faiblesses de ses alliés, tout en montant les unes contre les autres les factions ennemies. Il manipule des situations politiques complexes pour atteindre ses objectifs, souvent en utilisant des sacrifices. Il n'a pas peur de se salir les mains pour réussir. Il voit le pays et ses troupes comme un grand jeu d'échecs où il est le roi. Il prévoit plusieurs coups d'avance, anticipant les mouvements de ses adversaires et créant des situations où même ses défaites servent à un but plus grand. Le sommet de la manipulation de Lelouch est l'opération Requiem Zero. Après avoir conquis le monde et s'être fait détester de tous, il se sacrifie publiquement, orchestrant sa propre mort aux mains de son ami déguisé en Zero. Ce plan a pour but d'unir le monde dans la paix en se posant lui-même comme le dernier ennemi commun, effaçant ainsi les
conflits internes et laissant un héritage de paix et de réconciliation. Lelouch, avec son intellect brillant et son pouvoir du Geas, est un manipulateur de première. Sa capacité à orchestrer des révolutions et à élaborer des plans complexes sur le long terme démontre une maîtrise exceptionnelle de son pouvoir. Son sacrifice ultime pour la paix mondiale, tout en garantissant la sécurité et le bonheur de sa sœur, font de lui non seulement un manipulateur extraordinaire, mais aussi un héros tragique. Bon, pour être honnête, j'ai souvent détesté ce personnage. Apathique et trop mystérieux pour rien à mon goût. De plus, niveau manipulation, je le pensais pas vraiment incroyable comparé aux 5 GOAT que nous avons vus juste avant. Et encore pire, comparé aux 2 véritables monstres que l'on va voir après, mais je pense l'avoir un peu trop sous-estimé. Alors c'est qui Ayano Koji? Kiyotaka Ayano Koji, le protagoniste de Classroom of Elite, est un manipulateur exceptionnel en raison de son éducation unique. Ayano Koji a été élevé dans la White Room, un environnement extrême où les enfants étaient soumis à des entraînements mentaux et physiques intenses pour devenir des humains parfaits. Cette formation lui a conféré une intelligence hors du commun, une maîtrise des compétences sociales et psychologiques et une capacité à lire et à manipuler les gens avec précision. Avec tout ça, il était prédestiné à devenir un bon manipulateur. Contrairement à beaucoup d'autres personnages manipulateurs, Ayano Koji ne cherche pas le pouvoir ou la domination. Son principal objectif est de mener une vie normale, libre du contrôle de son père et des attentes de la White Room. Cette motivation personnelle lui donne une perspective unique sur la manipulation. Il utilise ses compétences non pour l'ambition personnelle, mais pour assurer sa liberté et son anonymat. Au fond, Ayano Koji se rapproche plus de l'humain que les personnages que nous avons vus. Mais malheureusement pour lui, il va tomber dans une école assez particulière, où le seul but est d'avoir les meilleurs résultats et de manipuler les autres pour arriver à ses fins. Donc son objectif va être de ne pas attirer l'attention et de rester en retrait. Donc il manipule ses camarades de classe et même ses enseignants pour obtenir des résultats qui lui sont favorables, tout en restant en arrière-plan, et en laissant les autres croire qu'ils agissent de leur propre volonté. Donc sa réelle compétence est sa capacité à rester sous le radar. Il se fait passer pour un étudiant ordinaire, évitant de se faire remarquer malgré ses capacités exceptionnelles. Cette capacité à se fondre dans la masse et à minimiser son profil public est une forme de manipulation en soi, lui permettant d'agir librement sans attirer l'attention indésirable. Kiyotaka Ayano Koji est un manipulateur de haut niveau, utilisant son éducation unique et ses compétences exceptionnelles pour influencer subtilement les événements et les personnes autour de lui. Bon, si les manipulateurs qu'on a vus ont fait de nombreuses morts et ont causé des actes affreux, il y a un personnage qui a fait sûrement moins de morts, mais si la définition de monstre aurait une représentation, ça serait lui. Johann Liber. Si les autres manipulateurs ont un fond humain, des objectifs ou encore un but, oubliez tout ça ici. Vous êtes face à un véritable monstre. Son enfance fut déjà assez traumatisante. Il a vécu dans un orphelinat avec un programme strict qui ferait de lui un nouveau super soldat. Les enfants grandissaient sans aucune preuve d'amour et ils étudiaient sans cesse. Ils voyaient que peu le jour et étaient sous la tutelle de docteurs et psychiatres, les poussant dans leur retranchement psychologique. Vous voyez toute cette description qui ressemble à une prison, vous vous dites que c'est à cause de cet orphelinat que Johann est devenu un monstre. Mais non, la vérité est qu'il était déjà avant. Et en entrant dans cet orphelinat, il contrôla tout le monde, poussant à une réelle révolution au sein de l'orphelinat. Du haut de son siège, regardant le personnel et les enfants s'entretuer, dans une mer de flammes dont il était le responsable. En réalité, sa force est qu'il possède une intelligence et une perspicacité exceptionnelles. Il est capable de comprendre et d'analyser rapidement les motivations, les peurs et les désirs des personnes qu'il rencontre. Cette compréhension approfondie de la nature humaine lui permet de manipuler les gens de manière à ce qu'ils agissent exactement comme ils le souhaitent. Il lui suffit de poser les yeux sur toi pour connaître ton histoire et que tu deviennes sa marionnette. Après l'événement de l'orphelinat, Johann va empoisonner ses parents adoptifs, puis va disparaître des radars. On sait seulement qu'un jeune homme de 15 ans a ouvert une entreprise qui a été cotée en bourse comme la deuxième plus grande d'Allemagne, avant de redisparaître. Honnêtement, ces atrocités sont tellement nombreuses que je pourrais pas tout vous dire. Mais laissez-moi vous en décrire quelques-unes. Johann alla dans de nombreux hôpitaux pour jouer avec les enfants. Quel était ce jeu? Aller sur le toit et marcher le plus près du vide les yeux fermés. Ce simple jeu a tué de nombreux enfants malades. Honnêtement, dans ce monde, il y a deux choses auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Les chatons et les enfants malades. Pourtant, Johann les pousse à mourir un par un pour vous montrer que ce monstre a zéro humanité et zéro bienséance. Une fois qu'un détective, ancien alcoolique, essaya de comprendre ses nombreux accidents, Johann se mit sur sa route. Et après lui avoir fait revivre tous ses anciens traumatismes, il lui offra une bouteille de rhum. Le détective se suicidera peu après, la veille de retrouver sa fille, qui était sa seule raison de vivre. Johann est vu comme un monstre par la plupart des personnes connaissant son existence, ne vivant que pour le chaos. Johann Liber est un manipulateur exceptionnel dans l'univers du manga, utilisant son intelligence, son charisme et sa compréhension profonde de la nature humaine pour influencer et contrôler ceux qui l'entourent. Sa capacité à semer le chaos, la destruction, à manipuler psychologiquement et émotionnellement ses victimes, et à dissimuler sa véritable nature en changeant d'identité, font de lui l'un des protagonistes les plus effrayants et les plus efficaces. Son nihilisme et son désir de prouver la vacuité humaine le poussent à des extrémités que peu de manipulateurs atteignent, faisant de lui un véritable monstre dans tous les sens du terme. C'est tout ça qui fait que pour moi, c'est le meilleur
Bon, Johan, c'était du lourd, mais on a encore pire et encore plus terrifiant. Voici Friends de 20th Century Boys, connu comme le sauveur et le prophète de millions de personnes. En fait, il organise des catastrophes sans précédent et des miracles scénarisés pour faire croire à la population qu'il est le seul capable de les protéger. Cette capacité à devenir un gourou pour manipuler l'ensemble du monde, alors que c'est un simple humain, fait de lui un excellent manipulateur. Mais ce qui fait de lui quelqu'un de terrifiant, c'est comment il y parvient. Si Johan était monstrueux en détruisant les personnes psychologiquement, Friends est monstrueux dans ses actions. L'une de ses pires atrocités est la propagation d'un virus mortel qui décime des millions de personnes à travers le monde. Friends ne se contente pas de manipuler des individus, il manipule des nations entières, plongeant la planète dans le chaos pour asseoir son pouvoir. Il déclenche ce qu'on appelle le nouvel an sanglant de 2000, où il met en scène une attaque terroriste mondiale, orchestrant un spectacle de mort et de destruction avec des robots géants, inspirés de jeux d'enfants. Friends transforme ses fantasmes d'enfants en une réalité cauchemardesque, où des milliers de personnes perdent la vie. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il utilise des stratégies pour se poser en sauveur de l'humanité, manipulant les masses pour qu'elles le voient comme un héros plutôt que le monstre qu'il est réellement. Friends pousse la manipulation à un niveau divin lorsqu'il simule sa propre mort et sa résurrection. En orchestrant cet acte, il manipule non seulement la perception des masses, mais aussi leurs croyances spirituelles les plus profondes, se présentant comme un être surhumain, presque divin. Cette capacité à jouer avec les espoirs et les craintes des gens, à les plier à sa volonté en utilisant la terreur et la foi, montre à quel point il est un manipulateur de génie. Le point final de Monster, orchestré par Johan, est une ville qui tombe sous le chaos, le massacre de Ruenheim. Eh ben dites-vous que ce n'est rien, comparé à ce que Friends accomplit, avec le virus et sa manipulation à grande échelle, et d'une envergure bien plus grande. Il ne se contente pas de manipuler des individus pour qu'ils s'entretuent, il manipule l'humanité tout entière, où il apparaît comme le seul sauveur. C'est ce mélange de cruauté extrême, de contrôle psychologique massif et de manipulation à une échelle mondiale qui fait de Friends non seulement un excellent manipulateur, mais peut-être le plus terrifiant de tous les antagonistes de l'univers des mangas. Là où d'autres comme Johan dévastent des vies individuelles, Friends détruit des sociétés entières, en jouant avec les rêves, les peurs et les croyances des gens pour les mener à adorer un faux prophète, devenant le maître absolu de la manipulation.